vous remercier d'avoir accepté notre invitation à assister à cet enregistrement que l'on considère tous comme historique, puisque c'est la première fois que l'on délocalise notre émission phare de débat, à savoir la question de l'heure, et qu'on le fait en partenariat avec un partenaire aussi prestigieux que l'agence Maghreb Arabe Presse. Nous tenons aussi à remercier Monsieur l'ambassadeur Landabourou d'avoir accepté notre invitation et de pouvoir enrichir le débat sur un sujet qui intéresse et le grand public et nos partenaires en Europe, à savoir la crise financière et économique que traverse la rive nord de la Méditerranée et son impact sur la rive sud. Nous estimons que cette première expérience n'est que le début d'une longue série, Inch'Allah, qui a été rendue possible grâce au soutien de M. Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de la MAP, et de toute l'équipe de Radio Méditerranée Internationale et de la MAP. La question de l'heure avec Siri Arnoux. Bonjour, un prix Nobel de la paix pour l'Union européenne. La distinction n'a pas manqué de faire polémique ces dernières semaines, mais elle vient rappeler, au moment où l'Europe est en difficulté, le travail effectué par ses pères fondateurs et les résultats obtenus jusqu'à aujourd'hui, la construction d'un espace de libre circulation des hommes et des capitaux, d'une monnaie unique, d'institutions politiques, Parlement, Conseil, Commission, à même de faire avancer le projet européen. Mais les non au référendum de 2005 et la crise économique et financière ont été autant de chocs qui ont fissuré en quelque sorte le bel édifice, mettant au grand jour ses insuffisances. D'où la question d'aujourd'hui: quelle Europe pour sortir de la crise et quelles conséquences pour le Maghreb? Avec nous pour en débattre, Eneko Landabourou, bonjour. Bonjour. Ambassadeur de l'Union européenne au Maroc, vous avez été de nombreuses années en poste à Bruxelles, à la Commission européenne, en charge notamment des relations extérieures. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à l'agence marocaine de presse, la MAP, de nous accueillir dans ses locaux. Et merci enfin aux diplomates en poste ici à Rabat d'être venus assister à cette émission qui va débuter par cette question, Eneko Landabourou. L'Europe ne paie-t-elle pas aujourd'hui le prix d'un élargissement trop rapide sur des bases trop disparates, on pourrait dire, qui ont finalement mené à cette paralysie politique et économique? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il se trouve que j'ai été pendant quelques années le négociateur en chef de la part de l'Union européenne pour l'entrée de ces nouveaux pays dans l'Union européenne. Donc j'ai travaillé plusieurs années sur ce dossier et preuve en est aujourd'hui que la plupart de ces pays se sont bien intégrés dans l'Union européenne. Le problème, c'est qu'avant cet élargissement, l'Europe n'a pas eu le courage de faire son propre consolidation et son propre approfondissement. Donc ce n'est pas la faute des pays de l'Est si l'Europe va mal aujourd'hui, c'est la faute des Européens de ne pas avoir pris les mesures qu'il fallait pour consolider et appuyer cette Europe politique dont nous avons besoin. À l'époque, c'était les Britanniques qui ne voulaient pas. Ils voulaient élargir à tout vent parce qu'ils ont un projet politique qui est celui de faire une zone de libre-échange. C'est légitime, tout le monde peut avoir une idée. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à résoudre dans le temps nécessaire les vrais problèmes parce que nous n'avons pas encore une intégration suffisante et des institutions suffisamment fortes pour le faire. Alors justement, pour renforcer cet édifice, pour retrouver aussi plus de cohérence et d'harmonie sur le plan économique et budgétaire, les 25 des 27 en tout cas, des pays membres de l'Union européenne ont signé le pacte budgétaire européen. Il est aujourd'hui en phase de ratification. Une union budgétaire qui, combinée à l'union bancaire, aussi un nouvel édifice, et à la zone euro, doit normalement amener à une plus grande intégration économique au sein de l'Union européenne. Mais ce pacte est aussi beaucoup critiqué. Il est le symbole, en quelque sorte, de l'austérité. D'où la volonté de certains de réorienter l'Europe vers la croissance, et notamment la volonté du chef de l'État français. On part tout de suite à Paris écouter Robert Bussière.
François Hollande, on le sait, a largement contribué à relancer le débat entre rigueur et croissance en Europe. Et depuis 6 mois qu'il est à l'Élysée, le président français n'a eu de cesse de vouloir prouver que l'une ne pouvait pas aller sans l'autre. Ainsi, à peine était-il entré en fonction qu'il affichait à la fois fermeté et souplesse au sommet européen de juin dernier à Bruxelles, qu'il ne cesse d'ailleurs depuis de citer en référence, arrachant à Angela Merkel un plan de relance de 120 milliards d'euros tout en lui concédant le pacte de stabilité, fidèle à l'un de ses thèmes favoris de campagne qui veut que la rigueur nécessaire pour remettre à flot les finances publiques doit tout aussi nécessairement s'accompagner de mesures propres à doper la croissance, partant du principe qu'une économie à l'arrêt ne permet pas de renflouer les caisses. Même chose sur le plan intérieur, où sitôt arrivé au pouvoir, il a pris de front le problème de la dette, s'engageant à réduire les déficits à 3% du PIB l'an prochain, au prix d'une importante réduction des dépenses publiques et d'une non moins importante augmentation des prélèvements fiscaux, de l'ordre de 30 milliards d'euros pour le seul budget 2013. Le but étant non seulement de ramener la France dans les clous du traité de Maastricht, mais aussi de la soustraire à la pression des marchés et éloigner le spectre d'une nouvelle dégradation de sa note souveraine. Face à la conjoncture, cependant, une croissance atone qui risque de plonger le pays dans la récession à la fin de l'année, et face à la grogne des chefs d'entreprise inquiets pour leur carnet de commandes, François Hollande a aussi décidé de réduire le coût du travail, histoire de relancer la compétitivité. Par le biais de crédits d'impôt compensés en partie par une hausse de la TVA, les entreprises françaises vont ainsi voir leurs charges allégées de 20 milliards d'euros d'ici 2 ans. Le prix à payer sans doute pour redonner un peu d'air à l'économie française et aussi pour restaurer sa crédibilité auprès des marchés, même s'il faut bien en convenir, allier rigueur et croissance apparaît toujours aussi délicat, un peu comme si on tentait en réalité de résoudre la quadrature du cercle. À Paris, Robert Bussière pour Midi 1. Alors, plus qu'en l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc, j'en appelle, et Eneko Landaburu, à votre expertise économique. Est-ce que, selon vous, l'Europe et ses pays membres ont la bonne approche en matière de rigueur et de croissance ? Je crois qu'on n'a pas encore trouvé le bon équilibre. Nous sommes dans une dynamique qui était absolument indispensable, qui était celle de retrouver des politiques de rigueur pour résoudre d'une certaine façon le problème de la dette qui est colossal. En d'autres termes, et Mme Merkel a bien raison, il nous fallait tous que nous prenions des mesures pour assurer une certaine discipline dans la dépense publique qui stoppe vers cet endettement constant depuis des années et des années. On ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Un pays comme la France a, depuis 30 ans, eu un déficit public sans interruption. C'est pas possible. Si dans votre ménage, M. Arnoux, vous dépensez plus que ce que vous apportez, eh bien, il y a un moment, vous pouvez vous endetter pendant un certain moment, mais il y a un moment, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on vivait dans le mythe qu'aucun État souverain ne pouvait tomber en faillite. Et le niveau de la dette en Europe est arrivé à des niveaux tels que les marchés financiers, qui sont seuls ceux qui nous prêtent l'argent, ont commencé à avoir des doutes sur nos capacités d'un certain nombre de nos pays, à commencer par la Grèce, puis d'autres après, de rembourser. Pourquoi ? Parce que nous avions une crise qui venait d'une crise financière qui vient des États-Unis, avec les subprimes, la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008, et une nécessité pour les États de renflouer leurs propres banques, car si les banques tombaient en faillite parce qu'elles avaient trop prêté et elles ne pouvaient pas être remboursées, c'était tout le système financier international qui était en jeu, avec un cataclysme qui aurait pu être proche de celui qu'on a connu dans le monde au XXe siècle, dans les années 29 ou 30. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce qui se passe ? Nos États s'endettent, parce qu'ils sont déjà endettés, pour renflouer le système bancaire. Et les marchés disent, il y a un certain nombre de pays qui ne pourront certainement pas rembourser. Et donc commence la grande doute. Alors, face à cette situation, la première réflexe, c'est il faut jouer les pompiers. Il faut jouer les pompiers, il faut éteindre le feu. Comment on éteint le feu ? En prenant les mesures qui permettent de réduire l'endettement ou la dynamique. Voilà. Alors, je crois que, pour ma part, je crois que Mme Merkel a raison dans ce plan-là. Sans rigueur, sans austérité malheureusement, et nous en parlons peut-être durant l'émission parce que c'est des effets sociaux extrêmement durs et difficiles, mais il faut passer par là. Parce que quelle est l'alternative ? Continuer à s'endetter ? Et le problème sera de plus en plus énorme.
Et les souffrances des gens seront de plus en plus grandes le jour où la Grèce tomberait en faillite, où le Portugal tomberait en faillite, où l'Espagne tomberait en faillite. Les gens perdraient du jour au lendemain presque 100% de leur patrimoine et de leur vie. Donc on essaye de maintenir le bateau plus ou moins à flot en éteignant l'incendie. Mais tout le monde, maintenant on le voit de plus en plus clairement, que la continuation de cette politique d'austérité et rigueur, tout tue la croissance, donc réduit les recettes fiscales qui sont nécessaires pour réduire la dette, et on est dans une dynamique qui est tout à fait perverse, puisque moins de croissance, plus de problèmes sociaux, et la dette continue à augmenter dans les pays les plus fragilisés, au lieu de réduire. Donc, alors, après avoir fait cela, et je crois votre correspondant à Paris l'a très bien dit tout à l'heure, quelles étaient les mesures qu'avait prises le président Hollande pour essayer de répondre à cette rigueur, mais de ne pas tuer la croissance, il nous faut maintenant, de façon impérative, relancer l'économie. Relancer l'économie. Alors comment? C'est la grande question. Comment? Moi, j'en vois pas 50 façons. Il faut qu'à côté de la rigueur, on retrouve en Europe la solidarité. Et la solidarité, ça signifie que les pays qui sont en excédent et qui ont une croissance économique encore forte, comme l'Allemagne, la Hollande ou d'autres pays, puissent exercer pour les pays du Sud une certaine solidarité. Ça veut dire quoi? Qu'ils acceptent de faire une relance de leur marché intérieur. Comment? Par une baisse d'impôts ou pour une augmentation des salaires. Il faut prendre le risque d'une petite inflation ou d'une inflation dans ces marchés qui sont très porteurs, afin que ces marchés, par une croissance renouvelée, importent des produits qui viennent des pays périphériques et par effet de boule de neige, relancent l'économie de la périphérie. C'est ce qu'il doit faire. Si on ne le fait pas, on va dans le mur. Donc, Mme Merkel et ceux qui sont plus riches, qui se sont beaucoup bénéficiés de l'Europe, qui ont beaucoup profité de l'Europe, doivent, à mon avis, de façon impérative, pour leur propre intérêt à moyen terme, pour éviter le chaos et l'explosion, faire un effort de solidarité. Ça, c'est une voie, par exemple, qui peut être explorée. L'intérêt allemand est bien compris, puisque l'économie allemande est essentiellement tournée vers l'exportation, et évidemment, de voir cette Europe en crise a un impact très fort sur les exportations allemandes. Mais l'Allemagne, aujourd'hui, on le sent quand même dans les derniers résultats, commence aussi à être rattrapée par la crise. Justement, en termes d'exportation, ça va un peu moins bien. Le chômage commence aussi, du coup, à remonter. Et il y a ce sentiment en Allemagne très diffus, mais qui commence un petit peu à poindre de est-ce que, finalement, on a fait toutes ces années d'efforts pour rien? Est-ce que tout ça n'aurait servi à rien, puisque les Allemands ont beaucoup payé ces dernières années à travers les politiques Schröder? Non, bien sûr, mais la puissance allemande, qui est une des premières puissances exportatrices du monde, comparable aux États-Unis et un peu et à la Chine, cette croissance et cette dynamique n'est pas venue tout seul. Elle est venue de la construction européenne qui a offert aux Allemands un marché intérieur qui est aujourd'hui de 500 millions de citoyens, par leur capacité de mettre sur le marché des produits plus performants, plus compétitifs et technologiquement de pointe. La construction européenne s'est faite sur le deal. On fait l'acier ensemble pour éviter la guerre, et on fait un pacte franco-allemand où les Allemands pourront vendre leurs produits industriels dans le marché européen et les Français pouvaient avoir une politique agricole qui les favorise. On fonctionne par pacte. Le pacte d'aujourd'hui, quel doit-il être? Je parle là comme économiste, mais aussi comme militant européen. Il doit être que l'Allemagne et d'autres pays, j'ai parlé de la Hollande, mais il y a aussi la Finlande et d'autres pays, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent comprendre aujourd'hui que seuls, ils ne s'en sortiront pas, parce que déjà, il y a les signes d'une certaine récession possible, d'un chômage qui augmente, et nous ne pourrons nous en sortir que par une politique de relance au niveau européen par rapport à laquelle nous devons prendre quelques risques, notamment d'inflation. L'euro est surévalué. L'euro est surévalué, je veux dire, par rapport à la situation de notre économie. Donc, il faut... et ce n'est pas normal que ce soit les Chinois et les Américains qui soient ceux qui profitent de cette surévaluation de l'euro.
Donc voilà, alors je sais que ça c'est facile à dire dans une émission de radio ici ou dans des tribunes, et c'est plus difficile à mettre en œuvre parce que j'ai tout à fait conscience du traumatisme historique de l'Allemagne qui a vu l'arrivée du fascisme et de M. Hitler à cause de la détérioration de sa politique publique et de ses dépenses publiques. C'est vrai, mais on n'est plus dans la même période, et aujourd'hui, sans un peu d'éléments de relance, on va dans le mur. Donc voilà, c'est le déclin ou la survie. C'est douloureux, c'est difficile, parce que ce n'est pas parce qu'on va faire de la relance qu'on aura moins de rigueur. Je veux dire que... De quoi s'agit-il? Il s'agit d'investir sur le plan public dans les domaines de la compétitivité, de l'innovation, des sciences nouvelles, pour que l'Europe retrouve des marges de compétitivité, on va la rajouter par rapport à l'extérieur, par rapport aux pays émergents des autres causes. Alors ça nous sauvera pas d'une cure nécessaire d'amaigrissement que l'on doit faire. Et le drame, c'est que c'est le plus douloureux pour les pauvres gens et pour les gens qui n'ont rien demandé à l'époque. Et qui aujourd'hui doivent subir les conséquences d'un certain aveuglement économique qui ont eu lieu. Moi, je suis espagnol, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé dans mon pays. C'était des comportements de nouveaux riches. Tout le monde pensait que l'Eldorado était arrivé. On faisait de l'argent sur la spéculation immobilière ou sans créer les conditions d'une véritable économie. Alors, c'est pas ces gens, c'est pas aujourd'hui les jeunes, 25% des jeunes qui sont au chômage en Espagne, c'est pas de leur faute. Ils étaient à peine nés. C'est la faute de ma génération et des gens, et des hommes politiques y compris, qui ont laissé faire cela sans vision et sans prendre des mesures. Mais ce qui est fait est fait. Les historiens feront leur travail de donner les responsabilités aux uns et aux autres. Ce qu'il faut maintenant, c'est, après avoir éteint le feu, et je crois qu'on est en train d'éteindre le feu, vous l'avez dit sur Arnoux, avec les décisions qu'on a prises sur l'union bancaire, avec les décisions qu'on a prises sur l'union budgétaire, on est en train de faire maintenant le travail d'architecte, pour que dans le futur, nous ne vivions pas des situations qui ne puissent plus être maîtrisées. Donc tout ça est périlleux, on ne sait pas de quel côté on va tomber, mais moi je reste optimiste en considérant que les gens ne sont pas suicidaires et qu'à un moment ils prennent les décisions qu'il faut pour le bien collectif.